dans l'actualité. Vous la connaissez. Le nouveau pape, il est connu, il est américain. Surpris ou pas? Bon, c'est des affaires d'un État. Pour moi, ce n'est pas un grand événement à titre personnel. Ce n'est pas un événement à titre personnel. Ce n'est pas un événement parce que je ne suis pas catholique. Je n'attends rien du pape. Je n'attends rien de l'Église catholique à tout point de vue. Mais si elle a un impact réel sur nos États. Bon, oui, à titre personnel, comme je veux dire, à titre personnel, ce n'est pas un événement pour moi. Maintenant, à titre public, c'est autre chose parce que, bon, c'est un chef d'État qui a des relations diplomatiques avec le Cameroun. Ces accords signifient quelque chose. Voilà. Et en même temps, c'est une mission qui gère les émotions spirituelles et religieuses de millions de Camerounais. Donc, de ce point de vue, évidemment, je suis d'une certaine façon concerné. Donc, c'est pour ça que je comprends votre question. Une fois de plus, c'est la continuité. Un pape appartient, l'autre vient. C'est une succession qui s'inscrit dans l'ordre de fonctionnement de l'Église catholique. Je n'ai aucune attente. Pourquoi avait cru peut-être que le temps était donné pour connaître enfin un pape noir? Ça n'aurait rien changé. Puisque ce n'est pas le pape en tant que tel qui fait l'Église catholique. L'Église catholique a des statuts, des textes de base, a des traditions, des rites, des intérêts matériels globaux, mondiaux, un ensemble de démembrements institutionnels. Tout ça pèse puissamment dans la projection de l'Église catholique, dans les relations humaines, dans les relations internationales et dans son apostolat religieux. Donc le pape n'est que le gestionnaire de tout ça. Certes, il est une incarnation de tout ça, mais il ne faut pas lui donner plus de pouvoir qu'il a. Certes, un contexte international particulier, travaillé par des rapports de force particuliers, peut amener le pape, n'est-ce pas, à incarner au-delà de la personne, au-delà du chef de l'État, au-delà du gestionnaire des intérêts catholiques, à incarner plus que ça. On a vu ça avec le pape Jean-Paul II, par exemple, son implication politique dans la lutte contre le communisme. Il était quasiment devenu un militant politique. Donc, ça peut arriver. D'ailleurs, on a même vu le défunt pape là. C'est un pape qui a pris celui d'intégrer au magistère papal le wokisme d'une certaine manière. La question homosexuelle. On se demande très bien, l'Église a tellement de problèmes, catholique a tellement de problèmes qu'on se demande pourquoi est-ce qu'un pape a décidé de faire de la question homosexuelle une question centrale dans le magistère de l'Église catholique. Il a fait ça par exemple, on l'a vu embrasser les mondanités comme l'écologie, le changement climatique, et on l'a vu, n'est-ce pas, s'abaisser au rang d'un agent commercial du vaccin. Donc, les contextes aussi font les papes. N'oublions pas aussi que on a beaucoup présenté le collège des cardinaux comme étant l'institution qui élit librement le pape. Il ne faut pas être naïf. Collège électoral. Oui, il ne faut pas être naïf. Il y a un collège électoral, certes, mais ce collège électoral reflète très bien les rapports de force au sein de l'Église, le rapport entre les différents dicastères, les différentes congrégations et les intérêts qu'elles représentent, et d'autres organisations fondamentales de l'Église, les jésuites, l'Opus Dei, les intérêts financiers de l'Église catholique, l'or que l'Église gère, tout ce gigantesque empire commercial, empire matériel que l'Église catholique s'est constitué tout au long des siècles, tout ça est pris en compte ça pèse dans l'élection d'un pape. Donc, je ne veux pas laisser de côté la géopolitique mondiale. Il ne faut pas croire que la géopolitique mondiale, les cardinaux sont indifférents
au pouvoir de la géopolitique mondiale et la manière par laquelle l'Église catholique se positionne, non seulement en tant qu'État, mais en tant qu'une organisation qui est très impliquée dans ce que j'appelle souvent le commerce des âmes. Le commerce des âmes. Je dis bien commerce des âmes. Hein. Donc, il y a tout ça. Donc, à ce titre, oui, bon, son élection est un enjeu géopolitique mondial. C'est attendu, parce que, comme je vous ai dit, il a un rôle central dans ce qu'on appelle l'Occident collectif et le rapport de l'Occident collectif au monde, au reste du monde. Donc, au regard de tout ça, bon, on a un pape, voilà, vive le pape, vive l'Église catholique. Je remercie tous ceux qui ont pensé que j'étais à la hauteur de diriger le Cameroun. Beaucoup l'ont demandé, président, il faut être candidat, beaucoup me le disent. Je les remercie et je leur dis, je ne prends pas à la légère ce qu'ils disent. J'ai simplement une démarche stratégique qui, pour certains, n'est pas compréhensible pour l'instant, mais ils verront à terme que c'était la bonne stratégie. Donc je ne fuis pas ma responsabilité. Je ne me débine pas. Je travaille, le NMP, nous travaillons. Un travail de fond. J'admets que ce n'est pas toujours compréhensible par la portée des novices ou bien de ceux qui abordent la géopolitique de manière superficielle, qui abordent les questions de stratégie politique de manière superficielle pour comprendre. Mais je vous dis, je suis à fond dans ce travail-là et je prends très au sérieux vos appels, n'est-ce pas, et vos souhaits de me voir à la tête du Cameroun. Le vrai Dieu écoute ce que vous dites et il est mon principal allié. Voilà. Il y a un problème éthique et politique qui s'oppose au niveau de la démarche du MRC. Vous voulez parler des fameuses déclarations du président? Claire. Déclarations et actes politiques qui ont été posés. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, les gens qui prétendent incarner le changement, je dis bien qu'ils prétendent incarner le changement, se regardent dans un miroir. Et eux-mêmes assument. Sauf si on pense qu'en politique, tout est permis. En politique, tout n'est pas permis. Quand on veut changer les choses, tout n'est pas permis. Vous ne pouvez pas dire qu'une élection ne sert à rien. Dites même qu'on n'a pas créé le MRC pour que les gens aillent aux assemblées. Ça a été dit. Si, en 2019. Ça a été dit. Et en même temps, ne pas être gêné d'aller marchander, tripatouiller avec des élus qui ont été élus dans le cadre de cette élection que vous avez boycottée. Si. Bon, comment on fait pour ne pas avoir un problème éthique? Comment on fait pour ne pas être interpellé par sa propre conscience? On fait comment? Et en même temps, on dit qu'on veut incarner le changement. Comment on fait? Mais président, peut-être pour lui, c'était une forme de stratégie. Une stratégie n'est pas une fin en soi. La stratégie a à voir avec l'éthique. C'est ce qu'on appelle l'éthique des fins. L'éthique des fins. Les fins d'une démarche, d'une chose. L'éthique. La morale des fins. La cohérence, cher ami. Il s'agit de la destinée des gens. Il s'agit du destin d'un pays. Vous ne pouvez pas avoir des positions aussi fortes devant vos militants, fortes. Où vous dites qu'il n'y aura pas de... Vous n'irez jamais aux élections tant qu'on n'a pas changé le code électoral et tant que la guerre de nos eaux n'est pas terminée. Ça ne fait même pas 6 mois après, vous venez changer. Vous dites que non, vraiment, il faut y aller parce que le boycott est la pire chose qu'on doit faire en politique. Bon, soit vous prenez vos supporters pour des idiots et vous êtes un gourou. C'est-à-dire, vous êtes un dieu. Et dans ce cas-là, comme je l'ai déjà dit, à ce moment, la politique, ce n'est plus la politique. On est dans une apport. C'est même pire que la religion. On est dans l'adoration. C'est plus la politique. On est dans l'adoration. À ce moment-là, vous voyez que les registres sont totalement confondus et puis on se perd. On se perd. Il y a une certaine indécence politique. Il y a de l'indécence en termes d'éthique. Il y a de l'indécence morale à dénigrer une élection, à dire que ça ne vaut pas la peine, et après aller chercher des élus, débaucher des élus dans des partis qui sont là cette élection.
Il y a un pourrissement de la vie politique qui est inacceptable. Je vous assure. Je dis pourrissement de la vie politique. Il y a là un abaissement de la politique que tous ceux qui font la politique avaient l'ambition de changer la politique, de changer les mœurs de la politique, de changer même leur pays, ne peuvent pas accepter. C'est pas acceptable ça. On ne peut pas accepter ça. C'est-à-dire que, d'abord, et puis les conséquences seraient graves pour le pays. Imaginez que ça passe. Ça n'est fini de la cohérence entre les élus d'un parti et le programme du parti, les ambitions de ce parti-là. Ça voudrait dire qu'un élu, désormais les partis ne sont que des machines à proposer des élus et que leur rôle s'arrête là. Mais ce n'est pas le rôle des partis politiques. Ce n'est pas le rôle. La Constitution du Cameroun, dans son article, je crois, 3, explique très bien quels sont les rôles des partis. C'est une fonction reconnue par la Constitution. Si. Concours à l'expression du suffrage universel. Mais quelle est la fin à quoi sert le suffrage universel? Il faut rappeler ça aux gens. À diriger un pays. Il y a un suffrage universel parce qu'on désigne un dirigeant sur la base d'un projet. Le pays dit non, lui, on peut lui faire confiance. Il peut nous diriger, bon sang. Ce n'est pas un jeu. Donc, si j'ai un programme politique dans le cadre d'un parti, mes élus doivent suivre mon programme politique. Ils doivent suivre notre démarche, notre stratégie, les finalités politiques. Mais si une fois que quelqu'un est élu, on demande un impératif, il fait ce qu'il veut. Bon, imaginez où ça peut conduire le pays à l'heure actuelle. Imaginez un peu. Si on marchande les élus, au nom du fait que le mandat n'est pas impératif, ça peut aller très loin. On peut acheter les députés du Cameroun, de tous. On peut les acheter. C'est vrai. Des puissances financières vont acheter vos élus, comme on l'a fait en Ukraine, comme on l'a fait ailleurs. On va vous acheter. Et le parti au pouvoir même n'est pas en appui de bon ce qu'il a. Ça va le dévorer. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est un piège? Si c'était seulement le LPC, on devait s'en foutre. Mais c'est le Cameroun qui est menacé là. Parce que là, on est en train d'entrer là. Vous n'imaginez pas ce qui est en train de se jouer là. On voit les réalisations du capitaine Traoré en 2 ans. Allez-y. Le produit intérieur brut du Burkina est passé d'environ 18,8 milliards à 22,1 milliards de dollars. 2 ans. 2. Il a réduit les salaires des ministres et parlementaires de 30% et a augmenté ceux des fonctionnaires de 50%. Il a remboursé les dettes intérieures du pays. 2 ans. Il a créé 2 usines de transformation de tomates, les premières du pays. En 2023, il a inauguré une mine d'or ultra moderne pour renforcer les capacités de transformation locales. Il a mis fin à l'exportation d'or brut burkinabé vers l'Europe. Il a conçu la 2e usine de transformation du coton du Burkina Faso, qui n'en comptait auparavant qu'une. Il a ouvert le tout premier centre national d'appui à la transformation artisanale du coton pour soutenir les producteurs locaux. Il a interdit le port de perruques et de robes britanniques dans les tribunaux et instauré la tenue traditionnelle burkinabé. Il a fait de l'agriculture une priorité en distribuant plus de 400 tracteurs, 239 motobineuses, 710 motopompes et 714 motos pour stimuler la production et soutenir les acteurs ruraux. Il a facilité l'accès aux semences améliorées et à d'autres intrants agricoles pour maximiser la production. La production de tomates est passée de 315 000 tonnes en 2022 à 360 000 tonnes en 2024. La production de mil est passée de 907 000 tonnes en 2022 à 1,1 million de tonnes en 2024. Ce qui lui a permis de dire à Poutine, qui avait promis de l'aide, n'est-ce pas, de fournir l'aide céréalière au Burkina Faso. Il a dit non, on n'a pas besoin parce que, comme je t'avais promis, monsieur le président, qu'on va rattraper, on va couvrir le déficit de production à la matière, ça a été fait. Et aujourd'hui, le Burkina Faso a dit au président, à la Russie, de garder, n'est-ce pas, le don que la Russie s'apprêtait à faire au Burkina Faso, comme ça avait été fait il y a quelques années en matière céréalière. Il a interdit les opérations militaires françaises au Burkina Faso,
Il a interdit les médias français dans le pays. Il a expulsé les troupes françaises du territoire burkinabé. Son gouvernement a construit de nouvelles routes, élargi les routes existantes et transformé les routes en terre en routes bitumées. À l'heure actuelle, il est en train de construire le nouvel aéroport Ouagadougou, Donsing, prévu pour 2025, capable d'accueillir 1 million de passagers par an. Il a survécu, je le répète, à 20 tentatives d'assassinat contre lui et son régime. Vous cherchez Sankara? Voilà Sankara. Voilà Sankara. Et tout ça par une mobilisation, une mise au travail, d'une manière particulière, des Burkinabés. Mobilisation des Burkinabés, n'est-ce pas? Elle est mise en travail par le charisme du président Traoré, qui fait la vraie politique, à savoir donner un élan, susciter de la conscience, la vraie politique, donner un élan, imprimer une direction, susciter de la conscience et redonner l'espoir aux gens qui se mettent au travail parce qu'ils se sont réconciliés avec l'expérience d'un monde, d'un futur nouveau dans un pays où l'espérance était morte. Dans un pays où depuis Sankara, l'espérance a été tuée. D'abord par la pacotille qu'on appelle Compaoré et tous les faux présidents élus qui sont arrivés là-bas au pouvoir et qui étaient tous les petits domestiques de la France et qui ont eu pour bilan la quasi-disparition du pays sous les coups de boutoir des terroristes. Voilà ce que l'Occident ne peut pas laisser continuer parce qu'ils savent où ça va arriver. C'est ça la trajectoire vers l'indépendance. Vous parlez là d'un bilan extrêmement élogieux. 2 ans. Moins de 2 ans. 2 ans. Mais plus grave, ce qui est plus grave, c'est que le capitaine Traoré a une capacité de communication, il a un charisme qui va au-delà de ses frontières nationales. C'est-à-dire la jeunesse du continent, l'Afrique se reconnaît à travers lui. C'est le problème. Donc, c'est ça le panafricanisme. Vous croyez que Faure Yadema a la puissance nécessaire pour poser le débat sur la dette de manière à faire bouger les lignes sur la question? Est-ce que c'est lui qui pose le débat président? La conférence, là, c'est une conférence. Tout à fait. Qui prépare un sommet. Ce n'est pas une conférence préparatoire, c'est une conférence qui est censée préparer le sommet de l'Union africaine sur la question. Je pense que le sommet a été organisé par l'Union africaine et le Togo l'a abrité. Oui, mais vous ne voyez pas que la rencontre, il y a la convergence qu'il y a entre toute la dynamique qui est autour du Faure Yadema, cherchant à le présenter comme panafricaniste. Les thèmes que ce ministre des Affaires étrangères du Togo reprend depuis un bon bout de temps pour consolider la statue panafricaniste, non seulement du président Faure, mais du Togo, n'est-ce pas, coïncide, n'est-ce pas, avec cet accueil, le fait que le rôle là que le Togo est en train de jouer à l'heure actuelle, je ne sais pas si... Il faut bien comprendre que c'est le rôle qu'il est en train de jouer. Alors, moi je pose la question. Est-ce qu'il y a une question de fond, quoi qu'il en soit, la conciliation ou alors l'effet que nous pouvons avoir de ce régime, est-ce que cela, puisqu'il s'agit ici du moins l'objectif était de tenter d'unifier leur voix face aux bailleurs de fonds internationaux qui réclament clairement, en tout cas un certain nombre de ces dettes-là. Je ne vois pas le rapprochement entre les personnes et la démarche. C'est peut-être là mon problème. Si. Le Togo accueille, n'est-ce pas, je crois que c'est lundi, depuis lundi. C'est du 12 au 14. Lundi, 12, oui, depuis lundi. Donc, alors, est-ce que c'est une démarche du Togo portée par l'Union africaine ou c'est l'inverse? Peu importe. Je vais vous démontrer que, moi je vous dis, depuis un bon bout de temps, il faut suivre la dynamique qu'il y a autour du Togo sur la question du panafricanisme. Certes, il y a un programme sur la question qui a été initié par l'Union africaine, qui sert de boussole, de feuille de route, de boussole aux actions qui ont été initiées et dans lesquelles le Togo s'est impliqué, le Mali s'est impliqué, etc. Mais je vous dis que là où il y a une confusion savamment organisée, c'est d'abord le fait qu'il y a un projet stratégico-communicationnel qui est porté ouvertement par le Togo et son ministre des Affaires étrangères,
qui consiste à démontrer que le président Faure Eyadema est un panafricaniste. Je veux bien comprendre ce que je suis en train de dire. Et qu'il est porteur d'une vision panafricaniste claire et assumée. La question de la réparation, elle est également... Très bien, très bien. Donc, je veux dire la question de la dette. Donc, le fait que le sommet, le Togo ait accueilli la conférence de l'Union africaine sur la question de la dette publique a été une occasion pour Faure Eyadema de réaffirmer un ensemble de positions, n'est-ce pas? Un ensemble de positions qui vont dans le sens de son positionnement panafricaniste. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, je commence ici. Je prends d'abord par Faure, la posture de Faure, la démarche de Faure Eyadema. Et après, je reviendrai sur l'Union africaine, le lien. C'est important. D'accord. C'est ce que je suis en train de vouloir vous démontrer. Il y a derrière toute une dynamique, tout à l'heure, que nous allons dévoiler. Vous allez comprendre ce qui se prépare. Et pourquoi il y a M. Faure Eyadema, qui n'est pas un panafricaniste. Un panafricaniste, ça pose un ensemble d'actes, n'est-ce pas, qui permettent de le dire. Ce n'est pas seulement une stratégie de communication au service d'un régime, qui n'en est pas un. Voilà. Nous n'avons pas de problème personnel avec Faure Eyadema. Je tiens à le préciser. Je répète encore, quand il a posé les actions au pays de l'AES, nous avons salué ça. J'ai dit des choses claires, je maintiens ce que j'ai dit concernant ça. De là à faire le saut et dire qu'il est panafricaniste, c'est là où il y a la manipulation. J'ai soulevé des questions majeures. Damiba est hébergé où? Au Togo. Et il n'est pas au cœur de tous les complots visant à renverser Traoré. Alors, à renverser, à attaquer les pays de l'AES. Or, maintenant, quand on attaque les pays de l'AES, vous attaquez un seul membre de l'AES. D'abord, la charte de l'AES le dit clairement. C'est toute l'AES que vous avez attaqué. Terminé. Donc, par l'africanisme, on héberge un des cerveaux de la déstabilisation de l'AES, n'est-ce pas? On l'héberge sur son sol et en même temps, on marche avec là. Donc, là maintenant, vous avez une occasion qui lui est donnée de se blanchir, de peaufiner encore sa stratégie. Et prenez son discours. Hein. Ce discours-là, vous dépassez. Moi, j'ai le discours de la conférence. J'ai le discours, Fabrice. J'ai lu le discours pour vous dire que je ne parle pas, je parle pas en l'air. Donc, il y a ça d'un côté. Maintenant, je pose ceci. Ni M. Faure Eyadema ne sont en capacité, pour le temps, qui veut poser le problème. Moi, je pose une question, Fabrice. Écoutez-moi très bien. Ouais. L'Union africaine, qui, au niveau de son organisation et de son fonctionnement, est un salarié de l'Union européenne, des Occidentaux. Comment le salarié va aller demander au bourreau de l'Afrique, écoutez-moi très bien, le salarié des Occidentaux, dont l'Union européenne, va donc demander à nos bourreaux, c'est-à-dire à ceux qui vivent de la dette, à ceux qui... va aller dire à ceux-là que, bon, ok, monsieur, il est temps, n'est-ce pas, de développer une nouvelle architecture de la dette en Afrique. Mais Fabrice, ça vous dit rien. C'est pas possible. C'est l'Union européenne qui est derrière tout ça. On va renchérir parce que dans la démarche... Attendez, Fabrice. D'accord. Le public. Il y a, il y a l'axe euro-africain, très cher à M. Macron. Ils ont dit, il ne faut pas laisser cet axe-là mourir. Il faut tout faire pour sauvegarder le lien. C'est vital pour l'Europe. On a dit 700 milliards d'euros, si vous voulez, n'est-ce pas, pour bâtir les infrastructures en Afrique. Les droits de tirage spéciaux au niveau du Fonds monétaire international pour booster les capacités financières et mettre ça au service des pays africains. Le troisième levier, et cette réflexion a commencé depuis très longtemps au niveau de l'Union européenne, c'est de dire, pour couper l'herbe sur le pied des panafricanistes, que l'Union européenne prenne l'initiative d'aborder des questions qui sont sensibles auprès de l'opinion, qui sont sensibles et qui font le lit du panafricanisme. Parmi ces questions, donc, il y a la question de la dette. C'est un jeu de faux interlocuteurs. Vous rappelez pas la création du franc CFA? 3 Français se sont mis là, ils ont décidé. Après, on a dit qu'il y avait 1 ou 2 Français qui parlaient au nom de l'Afrique. Donc maintenant, les temps ont changé. Quoi de mieux que de donner une fausse légitimité à une organisation qu'on appelle l'Union, de donner une fausse légitimité pour poser des questions. Et l'Union européenne avait dit que non, on va répondre. Donc on va bricoler une espèce de nouvelle architecture autour de le panafricanisme sur le continent. Donc,
Ce n'est pas une démarche panafricaniste. C'est une démarche anti-africaine. Il est question pour renforcer. C'est la même chose qu'on fait en disant qu'on fait de l'Union africaine le membre du G20. Bon, c'est sérieux ça. Hein? C'est la même dynamique qui est à l'œuvre quand on vous dit qu'on va donner une place au Conseil de sécurité. Ça fait pleurer ça. Nous avons besoin d'une nouvelle doctrine où la dette devient un outil de développement et non une camisole budgétaire. Il a affirmé que financer l'Afrique, c'est investir dans la stabilité globale. Il est dans l'intérêt de l'Europe et même du monde entier d'aider. Il faut rester avec la première déclaration. Nous avons besoin d'une nouvelle doctrine où la dette devient un outil de développement. Président Soulion, outil de développement. Alors, j'ai essayé de regarder les conclusions de ces travaux. Il est, par exemple, question, en entendant votre éclair là-dessus, que pour des pays ayant une dette véritablement élevée, que vous puissiez accepter un certain nombre de programmes. Et ces programmes-là, lorsque vous les intégrez, comme par exemple les questions sur le climat, donc vous vous engagez véritablement à être, je sais pas, n'importe quoi, écologiste, vous engagez votre État dans cette dynamique, eh bien, votre dette est revue véritablement à la baisse, sinon est effacée. C'est peut-être dans cela que le président Faure déclare que la dette devient donc en ce moment un outil de développement. Comment expliquer tout cela? C'est la recolonisation du continent africain. C'est une recolonisation extrêmement sophistiquée. C'est le grand reset version africaine pour les nègres. Les fanfaronnades de l'écologie. Il faut être un idiot pour croire tout ça. C'est une religion fabriquée de toutes pièces pour justifier la 4e révolution, soi-disant industrielle. Donc vous êtes en face d'une recolonisation du continent africain sous le modèle écologique et les nouvelles conditionnalités écologiques sont mises en avant pour recoloniser le continent. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, voyez donc très bien le rôle que joue M. Faure une fois de plus. Parce que, d'abord, le problème c'est la dette d'abord. C'est quoi la dette? En quoi est-ce qu'elle est fondée? Voyez donc, à partir du moment où on n'est pas dans la lutte panafricaniste, on fait la sagesse. On dit on est sage. On dit non, ce n'est pas de la charité, c'est une responsabilité partagée, n'importe quoi. La dette, là, elle est basée d'abord sur quoi? Où on déconstruit les fondements de la dette, et ce n'est pas la dette, où on se tait. Où on se tait. Qu'est-ce que le président Faure raconte là? Il raconte quoi? C'est quoi cette histoire? Un panafricaniste ne peut pas reconnaître la dette. C'est du vol, c'est de l'escroquerie. C'est un transfert de richesse de l'Afrique direct vers les Occidentaux sur la base d'une violence économique sans pareil. Donc, l'Afrique n'a aucune dette à payer, c'est l'Europe qui doit nous verser la dette, qui doit nous payer la dette sur le double registre d'une véritable politique de réparation, et sur le fait que la dette, nous l'avons remboursée depuis très longtemps, à tous les niveaux, quels que soient les calculs qu'on prend. Mais qu'est-ce qu'on fait? On nous dit qu'on va remettre la dette, on est prêt, pour que vous adoptez le programme écologique. C'est-à-dire quoi? Dette climat permettant aux pays de pouvoir restituer leur dette en échange d'engagement en matière d'action climatique. Que vous soyez des débouchés, de nouveaux produits, n'est-ce pas, de la 4e révolution industrielle européenne, n'est-ce pas, occidentale, qui va faire de vous des esclaves du XXIe siècle. Monsieur le Président, nous avons constaté qu'après une période de cessez-le-feu, les hostilités ont été reprises à Gaza de manière unilatérale par le gouvernement israélien porté par son chef, le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Monsieur le Président, aujourd'hui nous comptons plus de 50 000 morts et Israël a pour ambition de conquérir la bande de Gaza et de déplacer les Palestiniens. Autrement dit, les effacer tout bonnement de l'histoire de l'humanité. Monsieur le Président, de prime abord, quelle est votre réaction? C'est une réaction qui s'inscrit dans une chaîne ininterrompue de dénonciation, d'élévation forte de notre voix, la voix du NNP, la voix du panafricanisme. Nous n'avons pas eu de cesse de dénoncer avec les moyens moraux les plus élevés ce crime contre l'humanité, ce projet génocidaire que constitue la conception que l'État d'Israël a, non seulement de ses frontières, mais de son destin et de ses rapports, n'est-ce pas,
au peuple palestinien, avec le peuple palestinien. Donc, la réaction de ce jour s'inscrit dans cette même logique. Mais cette réaction n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans toute la résistance mondiale, tout le combat d'envergure mondiale que mènent tous ceux qui sont épris de liberté, de paix, de justice, et qui n'ont pas cessé non seulement de rappeler à la face du monde le caractère colonial et génocidaire de l'établissement de l'État d'Israël au Moyen-Orient, qui n'ont pas cessé de dénoncer les conditions de maintien de cet État, mais surtout l'idée qu'il se fait de sa sécurité. C'est ainsi que le droit à la défense d'Israël a été sacralisé et même est devenu de facto le droit international. C'est important ce que je suis en train de dire là. C'est-à-dire le droit à la sécurité d'Israël, le droit à la défense d'Israël a été sacralisé, un, et de deux, est devenu le droit international. Nous constatons que le gouvernement israélien piétine les résolutions de l'ONU. Mais c'est en droit de ligne ce que je suis en train de vous dire. Merci d'ailleurs de votre relance. C'est-à-dire que cette conception de la sécurité, du droit de la défense, qu'a Israël, n'est-ce pas, de lui-même et le permis de se défendre que lui a donné la communauté internationale, entre guillemets, n'est-ce pas, a débouché sur le fait que le droit à la sécurité d'Israël, le droit à la défense d'Israël est devenu le droit international. Ce droit international est adossé sur une conception, sur un droit eschatologique dicté au monde entier et qui est basé sur un levier majeur, le levier de l'antisémitisme. C'est-à-dire que le péché originel de l'humanité désormais, c'est l'antisémitisme. C'est-à-dire que le plus grand mal, c'est-à-dire que le péché par excellence, le mal par excellence consiste, n'est-ce pas, à être étiqueté antisémite. Israël se donne le droit de décerner les étiquettes d'antisémite à tous ceux qui le mettent en cause, n'est-ce pas, sa folie là, sa folie meurtrière, sa folie génocidaire. Donc, c'est dans ça que nous nous inscrivons. Avant les événements du 7 octobre, les gens ne savent pas que la conjugaison du blocus, de l'état de siège et de l'état d'urgence ont généré un type de gouvernement extraordinaire. J'ai même vu dans l'humanité, n'est-ce pas, le type de gouvernement de la guerre perpétuelle. Guerre d'un colon contre le colonisé. Et pour le colon, son repli passe par, vous l'avez dit, l'effacement du colonisé. Donc, il y a un gouvernement extraordinaire. Ce n'est pas un gouvernement normal. Extraordinaire, au-dessus du droit international, au-dessus de toutes les conventions et normes internationales, qui est fondamentalement caractérisé par la conjugaison, la fusion d'un état de siège, d'un état d'urgence et d'un blocus qui, n'est-ce pas, sont la norme, n'est-ce pas, qui gère le rapport entre Israël et les Palestiniens. Et ça depuis 1948. Ça depuis 1948. Donc on ne sait pas que tout ça, ça se traduit par des milliers de morts. Des milliers de morts. Et cette dynamique d'Israël a même réussi, n'est-ce pas, un fait spectaculaire, ça a été de réduire les accords d'Oslo à une espèce de philanthropie, de cadeaux qu'Israël a fait au monde et aux Palestiniens et qu'il est en droit de reprendre quand il veut. Donc, à la fin, les accords de Oslo ont été conçus, ont été compris par la droite, ou l'extrême droite israélienne, comme le droit de continuer le projet historique sioniste, à savoir ce grand Israël, n'est-ce pas, qui doit être érigé, n'est-ce pas, en État et dans les frontières telles que définies par le projet de Grand Israël, je me répète à dessein, tel que conçu par les sionistes. C'est-à-dire un État qui n'a pas de frontières. Vous avez tout compris. Il n'a pas de frontières. Donc, vous avez tout compris. Donc, de ce point de vue, le 7 octobre là, 2023 est interprété de deux manières.
la propagande sioniste, israélo-sioniste, portée par les médias mainstream et la communauté dite internationale, génocidaire, a élevé le 7 septembre au niveau du pogrom des pogroms. C'est-à-dire que pour Netanyahou et sa bande, le 7 octobre, c'est le pogrom des pogroms. En soi, c'est un scandale intellectuel, c'est une énormité de dire ça. Mais Israël se permet tout, au nom de la culpabilité universelle que nous inflige tous, à savoir, nous tous, nous avons génocidé les Juifs, tous. Alors que c'est un problème purement des Blancs, ça ne concerne pas le reste de l'humanité. Mais nous sommes punis par un péché originel que personne ne nous a commis. Et que les Palestiniens n'ont pas commis. Vous voyez, donc au nom de ce péché originel, Israël peut tout se permettre, donc inventer des notions comme le pogrom des pogroms. Ce qui a permis, sur une base unilatérale, je dis bien unilatérale, de criminaliser désormais et de terroriser, n'est-ce pas, toute notion de résistance palestinienne, tout soutien à la cause palestinienne, sur la base, une fois de plus, de l'antisémitisme. Ça, c'est l'interprétation sioniste, israélo-sioniste. On peut l'interpréter de la manière la plus juste, à savoir, c'est-à-dire que la conséquence directe de l'oppression coloniale et raciste et nazie que subit le peuple palestinien. On ne le conçoit pas d'après toutes les chartes internationales et toutes les traditions de lutte que l'humanité a connues. On ne conçoit pas qu'un colonisé se taise et se mette à adorer son bourreau. On ne conçoit pas qu'un peuple qui est opprimé se taise et applaudit son bourreau. Toutes les chartes internationales, toutes les conventions internationales ont été inspirées par la notion de résistance. Autant dire que même le peuple d'Israël a fait preuve du terrorisme à un certain moment donné de son histoire. Soyons gentils, a résisté. Et c'était très beau à l'époque, c'était universel, c'était divin. Voilà, c'était divin. Donc, et là aujourd'hui, c'est criminel pour tous ceux et toutes seuls, hommes et les Palestiniens, qui soutiennent la cause palestinienne. Donc, tout ça, c'est-à-dire que, et donc, le 7 octobre, c'est la conséquence donc, de la situation d'oppression totale et systématique que, n'est-ce pas, subit le peuple palestinien. De ce point de vue, le 7 octobre était inévitable. C'était inévitable. Ce qui est grave, c'est la manière par laquelle Israël et la communauté dite internationale ont d'abord interprété cet événement, ont imposé un seul récit dans les médias, l'ont sacralisé, et sur cette base-là, ont justifié et justifie donc ce que maintenant tout le monde considère et appelle le génocide de Gaza. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, le monde et la communauté internationale autoproclamée sont rattrapés, n'est-ce pas, par leur propre hypocrisie. C'est fini tout ça. Personne ne croit plus à cette bêtise de droit de l'homme là, de droit international. Ce sont des fictions, des bêtises pour tromper les naïfs. Personne ne croit plus au caractère démocratique des sociétés occidentales et par conséquence d'Israël. Toutes ces histoires-là, c'est pour endormir les idiots. Le monde, n'est-ce pas, et en particulier la communauté dite internationale, est rattrapée par une seule réalité. C'est sa seule réalité. Ce sont des pouvoirs de nature criminocratique. Ce sont des criminocraties. L'Amérique, c'est une criminocratie. La France, c'est une authentique criminocratie. L'Angleterre, tous ces États, n'est-ce pas, qui au XXIe siècle soutiennent ouvertement, encouragent, financent, font la promotion d'un génocide à ciel ouvert, en plein jour, jamais vu, en plein jour, n'est-ce pas, sur le prétexte que non, Israël est la seule démocratie dans le Moyen-Orient. Si on veut sauver la démocratie, il faut protéger Israël. Mais quand on met ça en parallèle avec les sanctions que subissent la Russie, les sanctions que subissent des pays comme l'Iran, pour ne citer que ces pays-là, on a envie de pleurer devant un tel niveau d'injustice, devant un tel niveau de 2 poids, 2 mesures, devant une telle sophistication, n'est-ce pas, du crime et de la criminalité d'État érigée, n'est-ce pas, en politique internationale. Monsieur le Président, nous entrons de plein fouet dans le cœur de notre émission. Voilà. Et c'était le 20 mai, c'est-à-dire il y a 2 jours, nous célébrons la 53e édition de la fête de l'unité au Cameroun. Monsieur le Président, il y a quelques temps, vous avez dénoncé
dans une vidéo devenue très légendaire, un coup d'État en préparation. Monsieur le Président, où en est-on? Quand nous alertons, je ne suis pas un lanceur d'alerte, je peux tout faire sauf ça, parce qu'on sait ce qu'ils valent. Mais quand nous alertons, pas dans la logique de lanceur d'alerte, c'est pour que les dispositions soient prises. C'est de la prévention stratégique. Faisons de la prévention stratégique. La meilleure façon de tuer un coup d'État, c'est de le dénoncer. De le dénoncer. Le plus important, c'est est-ce que nos informations étaient justes? Comme toujours, elles sont toujours justes. D'abord, les réactions, les agitations qu'il y a eu à l'ambassade de France au Cameroun, les agitations qu'on a observées de la part d'une certaine diaspora qui est objectivement le relais de l'action française contre le Cameroun, les attaques qu'il y a eu au nord, à partir du Nigeria, ont démontré à tous les sceptiques que nous, on ne dit jamais n'importe quoi. Mais il n'y a plus que ça. C'est ce qui s'est passé à l'ombre du 20 mai. Vous savez aujourd'hui que des terroristes ont été arrêtés avec un armement ultra sophistiqué. Et le projet était clair, aller s'aimer le chaos pendant la fête du 20 mai. C'est une information. Ils sont sous exploitation à l'heure actuelle. Et les bribes que nous en avons montrent qu'ils sont en train de parler. Et ce qu'ils disent vont dans le sens, n'est-ce pas, de tout ce que nous avons eu à dire lors de notre récente sortie. Lors de cette sortie particulière à laquelle vous faites allusion. Donc, tout ce qui se passe a confirmé à près de 95% de ce que nous avons dit. Je ne vais même pas parler des mouvements qu'il y a eu au sein de l'armée camerounaise. Le respect que j'ai pour l'armée du Cameroun fait que, bon, je ne vais pas insister là-dessus, mais chacun sait qu'il y a eu des mouvements profonds. Et ces mouvements sont en grande partie motivés par les informations que nous avons données. Puisque la corroboration qu'il y a entre ces mouvements et les événements survenus au nord, dans lesquels nous avons perdu nos militaires, l'attaque de Boko Haram, les deux dernières attaques de Boko Haram, à l'extrême nord. Alors, le fait qu'il y ait cette coïncidence n'est pas le fait du hasard, d'autant plus que ces attaques ont confirmé ce que nous avons dit lors de notre sortie. Donc, bon, des gens sont concentrés sur l'élection présidentielle. Nous, on protège le Cameroun. Voilà. Monsieur le Président, vous avez parlé dès que des terroristes sont en exploitation. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Non, je ne dirai pas plus, mais elle est même plus cachée. Hein? Même les réseaux sociaux en parlent. Mais c'est établi qu'on a arrêté des personnes, n'est-ce pas, qui étaient en chemin, en route pour aller perturber les défilés à Yaoundé. Monsieur le Président, nous ne perdons rien à attendre. Une chose est sûre, après exploitation, si l'État camerounais le veut, il rendra public. Nous en saurons davantage. Vous en saurez davantage. Monsieur le Président, peut-être plus tard, on pourrait faire une émission, mais je ne fais pas dans le populisme, je ne fais pas dans le spectaculaire. Mon but, ce n'est pas de frapper l'imagination, pas de chercher à monter en grade. Je ne suis pas un lanceur d'alerte. Je ne suis pas un influenceur. Je suis le président d'une formation politique qui a de grosses responsabilités à l'égard de l'Afrique, à l'égard du Cameroun, à l'égard de l'espèce humaine. Et qui sait ce qu'il attend dans son pays. Donc, notre action se situe dans cette perspective-là et pas une autre. Donc, voilà. Donc, s'il est nécessaire de faire des émissions pour amplifier cette information, à savoir que des personnes ont été arrêtées, on le fera, mais ce n'est pas une priorité pour nous. Mais ce qui est, c'est que on en parle déjà dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui en parlent. Ces arrestations sont désormais publiques. Donc, ce n'est même pas une information. On a des photos, on a les photos du matériel qui a été saisi, etc. C'était un armement sophistiqué. Il n'allait pas jouer. Il n'allait pas s'amuser. Mais nous savons que ces terroristes, soit dit ambazoniens, qui ont été arrêtés, allaient servir de distraction.
Les vraies choses allaient partir du plan mis en place à l'ambassade de France. Nous, on sait ça. Donc, nous maintenons nos accusations contre l'ambassade de France. Nous la maintenons de manière ferme. S'ils peuvent démentir, ils n'ont qu'à démentir. Monsieur le Président, vous avez parlé dans la récente émission de postes de commandement avancés dans plusieurs pays. Monsieur le Président, est-ce qu'aujourd'hui ces postes de commandement ont muté? Vous croyez que c'est par hasard qu'on a consacré autant de temps à la délégation militaire nigériane durant le défilé? Vous croyez que c'est pour s'amuser, c'est pour la parade? C'est un message que le Cameroun envoie à ceux qui sont derrière, tout ce qui se prépare contre notre pays. C'est le message que le Cameroun envoie pour dire que nous, on est au courant de tout, on anticipe, et le pays s'organise pour contrer tout ça dans le cadre d'une collaboration assumée, maîtrisée avec le pays voisin, frère du Nigeria. C'est le message. C'est pas un jeu, c'est le message. D'autant plus que le silence des deux présidents et leur discrétion quant à la nature de leur relation bilatérale en tant que président peut laisser croire que voilà, les déstabilisateurs ont le vent en poupe et sont mieux portants dans le rapport avec le Nigeria que le Cameroun. Mais la démonstration qui s'est passée durant le défilé a prouvé aux observateurs les plus pointilleux que c'est sérieux et le pays, le Cameroun, comme toujours, est préparé pour être à la hauteur des menaces qui pèsent sur lui en tant que nation, en tant qu'État. Nous sommes préparés. N'oubliez pas que nous n'avons pas cessé de dire depuis 15 ans qu'aucune force au monde, aucune, je répète encore, aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun. Donc c'est un défi que nous avons lancé au monde entier. C'est un défi, non? Est-ce que nous on parle comme les autres? Nous on défie le monde entier, c'est un défi. Aucune force au monde, aucune ne peut déstabiliser le Cameroun. Nous l'avons dit. Et j'assume ça parce que c'est pas un truc qu'on partage avec les gens, puisque est-ce qu'on a empêché à d'autres personnes de parler comme nous? Pourquoi on assume ça? C'est pas l'État du Cameroun qui nous envoie dire ça. Ils ne peuvent même pas nous envoyer parce qu'ils n'en ont ni les capacités ni les possibilités de nous envoyer. Nous savons sur quoi nous nous basons pour affirmer ça. C'est pour ça que nous sommes informés avant. Et nous mettons à disposition de notre État et du peuple camerounais les informations que nous avons. Quitte à eux d'en faire ce qu'ils veulent, mais nous le faisons. Parce que même sans eux, aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun. Mais il faut voir à quel niveau, hein. Nous on met la barre. Hein. Il faut voir le niveau où on met la barre. Donc, l'État du Cameroun, pendant le 20 mai, le président Biya, chef des armées, suprême des armées, a montré l'état de la collaboration entre les deux pays sur le plan militaire. Donc, les entrepreneurs du chaos et de la déstabilisation n'ont qu'à bien se tenir. Le message est clair. On ne donne pas près à une armée, dans une fête nationale comme celle du Cameroun, de venir parader pour jouer. Non, c'est un message codé. C'est pour les grands. Le message là, c'est pour les grands. Et les grands ont compris. Les déstabilisateurs ont compris. On les attend de pied ferme. On attend l'ambassadeur de France et ses complots de pied ferme. On attend la Belgique. Le NMP met en garde la Belgique. La Belgique, vous dites, Monsieur le Président? Le NMP met en garde la Belgique. Nous vous suivons de très près. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans les affaires des Français. Ça parce que vous êtes tous les Romains, que forcément vous allez partager votre croix. Laissez la France avec sa croix. Puisque la France a décidé qu'elle va déstabiliser le Cameroun, nous allons montrer à la France que c'est un petit pays. Que les Belges n'entrent pas dans cette affaire. Donc, retirez-vous avant qu'il ne soit tard. Donc, moi, je suis en train de mettre en garde les Belges, la Belgique. Nous sommes au courant des manœuvres que vous êtes en train de vouloir faire. Donc, retirez-vous. Historiquement, de manière directe, on n'a pas un problème avec les Belges. Nous, le Camerounais, là, de manière directe, comme je dis là. Bon, dans le cadre de l'Occident collectif, oui, parce que quand vous allez faire les guerres dans les grands lacs, vous nous attaquez. Mais direct là, historiquement là, nous on n'a pas un problème avec vous. Mais maintenant que vous voulez venir aider votre cousin français, vous allez assumer les conséquences. Donc il faut que les Belges se mettent à côté. Si vous voulez prendre ça pour une menace, j'assume, je n'ai pas peur. Parce que nous on n'a pas attaqué les Belges. Nos ambassades sont brûlées, attaquées en Belgique, ils ne font rien. On tabasse nos ministres en Belgique, ils ne font rien. Maintenant, donc nous on les avertit. On les met en garde. Nous on vous suit de près. On suit vos manœuvres.
Et vous savez ce qui arrive à tout pays qui attaque le Cameroun. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont donner le moindre crédit à M. Massola au regard de ses antécédents, qui ont quand même failli mettre ce pays à feu et à sang. Président Bandakani. À feu et à sang. Président Bandakani, vous avez dit tout à l'heure que M. Socès Masra tripotait avec le régime de Djamena. Est-ce que cette action-là, cette arrestation-là, doit être appliquée à l'endocolonat tchadien qui se débrouille pour installer au sein de la politique tchadienne un climat social et politique instable dans le but d'entacher le programme politique mis en œuvre par le président Mahamat Idriss Déby. Vous mettez la main dans, comment dit ça, le pied dans le plat. Vous ne comprenez pas sur cette mara si vous excluez tout ce qui s'agit de l'agitation de tout ça. Effectivement, il y a un véritable endocolonat au Tchad. Il n'est pas seulement au pouvoir. Pour bien comprendre ça, il faut analyser profondément la dynamique de l'endocolonat tchadien dans ses différentes factions et les conflits qui les opposent. Et historiquement, de manière fondamentale, la France a créé un poison géopolitique au Tchad. C'est un poison. Et qui a gangréné ce pays. Pour le traiter, c'est pas facile. C'est le clivage nord-sud. Le clivage nord-sud est fondé par le fait que la France a géopolitisé un clivage, parlons comme ça, naturel et géographique, tout à l'heure on en a parlé, qui fait qu'il y a un nord Tchad, parlons comme ça, arriéré, économiquement arriéré, désertique, montagneuse, volcanique, aride, merci, avec des problèmes de sécurité extraordinaires qui proviennent de sa frontière avec la Libye. Vous ne parlez que de la Libye. Pour ajouter quelque chose à ce que vous dites, Président, nous pouvons remarquer que dans le programme politique mis en avant par le président Mohamed, il a rompu les accords militaires avec la France d'abord pour essayer d'assurer un certain... J'allais y arriver. Je ne veux pas commencer par ça, parce qu'on va dire que je géopolitise tout. C'est bien, je ne voulais pas y arriver. Donc, je tente de vous expliquer donc que ce facteur-là, ce clivage naturel géographique a été transformé en un grand piège géopolitique que la France contrôle au Tchad pour manipuler non seulement les élites, mais, comment dire ça, éterniser une division du pays et entretenir les affrontements larvés qu'elle lève de temps en temps quand les circonstances lui demandent ça. Alors, donc on a opposé le nord, caractérisé par les éléments que je viens de vous donner, et un sud, qui lui est la région la plus avancée, la plus industrialisée et la plus scolarisée. Écoutez très bien. Quand la colonisation française arrive au Tchad, elle va investir en termes de scolarisation dans le sud. Pourquoi? Parce que historiquement, les gens du nord sont extrêmement militarisés. Ils font des razzias dans le sud et ils obligent à payer les tributs. Donc il y a un ressentiment historique, naturel, n'est-ce pas, dû à ce fait-là, entre les populations du sud et ceux du nord. Les gens du sud perçoivent donc la colonisation comme émancipatrice. Et la France joue là-dessus à fond. Que nous, on vient vous émanciper des nordistes qui sont des sauvages, des criminels, pillards, des pillards. C'est ça le problème. C'est là le fondement de la guerre civile tchadienne. Du moins au niveau de la sociologie, au niveau de la sociologie du pays, sociologie au niveau de la population, etc. C'est ça le problème. Donc, vous avez un sud hyper scolarisé, avancé industriellement, n'est-ce pas, avec la question du coton, un des principales rentes du Tchad, du coton, etc. Vous avez un nord qui est sous-scolarisé, mais qui est extrêmement militarisé. Alors, le premier président du Tchad, Babaye, mais quand on crée l'administration publique tchadienne, mais qui va en profiter naturellement? C'est ceux qui sont là à l'école. Donc, vous avez dans un pays qui, de manière de façon, même jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore réglé, a une administration qui, de manière fondamentale, est tenue par les populations du Sud. Donc, c'est un clivage que la France a entretenu et qui a nourri toutes les guerres civiles, qui a mis ce pays à feu et à sang pendant plus de 30 ans, n'est-ce pas? Succès Mara est l'héritier de ce clivage. Il ne cesse pas de jouer là-dessus. Il a même proclamé, à un moment donné, il a commencé à jouer avec les histoires de la République du Tchad et du Sud.
Mais président Badakani, Attendez. en arrêtant, est-ce que cela n'alimente pas davantage? Non, c'est pas ça le problème. Attendez, d'abord, je vais vous dire. Pour que vous compreniez que ce n'est pas une affaire judiciaire. On est dans une affaire politique et géopolitique. Donc, vous voyez, d'ailleurs, le Tchad a rappelé, quand on a refoulé le voyou là, le Tchad a dit que nous avons les avocats à l'intérieur. Il peut se constituer de la défense. Pourquoi subitement qu'elle a arrêté, c'est la camarilla des mercenaires avocats qui débarquent avec déjà les réponses toutes faites, les communiqués tout faits, dans la même tradition d'insulter la justice tchadienne, de vouloir démontrer que c'est une arrestation politique arbitraire. Elle n'est pas arbitraire. Parce que si je répète encore, cette malade, c'est l'héritier de ce clivage-là. Et vous venez de dire le vrai problème. Depuis que Mahamat Déby s'est émancipé de la tutelle militaire française, sa tête est mise à prix. La France a juré de déstabiliser, n'est-ce pas, le Tchad. Or, serait le pion de ce il n'est pas qu'il serait, il est le pion. C'est pas qu'il est le pion parce qu'il se présente et se le cache. Massana n'a même caché ses objectifs. Il se présente, il dit que il est franco-compatible, il est euro-compatible, il est américano-compatible. Il cumule tout ça. Maintenant que l'État profond que le protégé aux États-Unis n'est plus au pouvoir, Macron et lui, c'est-à-dire que c'est une convergence violente d'intérêts, elle est même fusionnelle, d'intérêts, qui est de dire qu'ok, quand on a l'occasion, mais on va faire payer le petit. De ce que nous avons fait, parce que c'était une humiliation pour la France, j'espère une grosse humiliation pour la France. Étant donné qu'il s'est rapproché de la Russie pour un rapprochement stratégique dans le but d'améliorer... Pas seulement de la Russie, lui, il veut se rapprocher de l'AES en plus. Il veut se rapprocher de l'AES. Donc, alors, il n'y a pas que ça. Quand vous voyez que 3 pays sont impliqués, la Côte d'Ivoire, Congo-Brazzaville et l'Élysée, c'est ça le projet triangulaire. Ce n'est pas une affaire, je vais nous parler de les preuves mâchées et consorts. Il y a des preuves que l'État, à un moment donné, peut cacher pour des raisons géopolitiques. Pour des raisons géopolitiques. Alors, comment? Si l'État décide de cacher des preuves, en quoi le procès serait équitable? Mais est-ce que le procès est équitable parce que Mara clame son innocence? Non, parce que les preuves que l'État dit avoir, il est mis sur la table. Le procès n'est pas encore fini, vous ne pouvez pas attendre. Attendez que le procès soit tranché. On ne peut pas commencer à faire un procès d'intention à injustice. C'est inacceptable. Alors, vous voulez me dire que tous les procès qui condamnent les hommes politiques en France, dans le monde, sont équitables? Ce que Trump avec aux États-Unis avec les élections, c'était quoi? Oui, mais attendez, mais est-ce que pour autant, mais avant qu'il le soit quitter, combien de fois ils sont là condamnés? D'ailleurs, ce n'est pas fini. C'est même pas fini. C'est parce qu'il arrive au pouvoir qu'il est en train de vider ce procès-là. S'il n'avait gagné l'élection, il serait en prison. Probablement. Il sera en prison. Bon, ce n'est pas le seul cas. Pourquoi dans ces pays-là, vous ne remettez pas en cause la valeur de la justice? Indépendant de la justice. Pourquoi c'est en Afrique que chaque fois qu'il y a des procès qui sont des procès sensibles, on commence à dire il n'y a pas de justice en Afrique, ça ne vaut rien. Non, il ne faut pas entrer dans ce jeu-là. Surtout avec un monsieur comme Succès Mara. Des gens comme Succès Mara ne peuvent pas être défendus en Afrique. C'est un mercenaire, il assume clairement cette démarche-là. Et il le fait parce qu'il sait qu'il est protégé. Que chaque fois qu'on va l'interpeller, le monde entier, ses parrains occidentaux vont se lever et agiter dans le chiffon rouge de justice corrompue qui sont la sorte des États. Il faut arrêter ça. Je rappelle qu'il a été Premier ministre. De transition. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire quelle transition? C'est la base d'un accord de réconciliation. Quelle transition? Vous voulez qu'on revienne? Vous voulez qu'on revienne sur ces propos quand il y a eu les sessions de dialogue à Doha, au Qatar? Pourquoi il refusait de s'y joindre? Qu'est-ce qu'il disait de tout ça? Donc, vous avez quelqu'un dont il n'est même pas fiable. Il ne peut pas dire un truc aujourd'hui, tiens, 6 mois. Il va changer dans 6 mois. Donc, on parle de quoi? C'est très beau de brandir cette amnistie. Je te rappelle que c'est la conséquence de dialogue auquel il a refusé de participer. Mais il a bénéficié des résultats de ce dialogue-là. Il a participé au dialogue, parce qu'à Kinshasa, sous la houlette du président Tshisekedi. Non, je parle du dialogue, vous parlez de transition. Parce que ce qui s'est passé à Kinshasa, c'était pour gérer les conséquences des émeutes qu'il a créées. Effectivement. En décidant de renverser l'État, monsieur. C'était une révolution de couleur. Et à l'époque, une fois de plus, si j'avais été quelqu'un qu'on effraie avec les adoucis de droits de l'homme, de machin, vos histoires que les Boudins viennent raconter, mais on serait où vous parler aujourd'hui. Nous avons été les seuls à l'époque à assumer cette position, à défendre l'État du Tchad. C'était important à l'époque.
Ah ben non. Ici, il s'agissait de renverser l'État. Et si l'État avait été renversé, le Tchad c'est dans les mains de qui aujourd'hui? De qui? De l'État profond américain et ses alliés français. Alors, vous savez les conséquences sur l'Afrique centrale? Sur le Cameroun? Elles sont cohérentes. Sur l'ES? Bon, vous voyez donc que nous, on fait de la géopolitique. C'est-à-dire qu'on va dans le fond des problèmes. On va dans le fond des problèmes. Bon, alors, à l'époque, tous ceux qui se sont levés, tous les panafricanistes étaient contre le Tchad. Mais il fallait être fou comme nous pour rester debout. Mais qu'est-ce que c'est dans ce cadre qu'il y a eu l'accord de Kinshasa? De réconciliation. De conciliation, mais en fait, M. Sucé Mara a baissé la culotte. Il faut être honnête, il a baissé la culotte. Parce qu'il a trahi tout ce qu'il avait en lui. Il a marché sur les morts. Donc on n'a pas affaire à quelqu'un qui n'a pas des antécédents en la matière. Et il s'en sortira toujours au nom de la politique. Vous savez. Est-ce que la reconversion de Masra est impossible, M. le Président Maréchal? Non, ce n'est pas impossible. Quand il se le convertira, on prendra. Non, quand il va se le convertir, il sera le premier à le défendre. Vous connaissez notre démarche. Vous n'avez pas de problème personnel avec quelqu'un. Le jour où cette malade change de position, moi, il veut le défendre. Je le défends, je l'ai fait pour. Et pour l'instant, vous pensez qu'il n'a pas changé? C'est un mercenaire. Pour l'instant, il est encore mercenaire. Un triste mercenaire. Et moi, je pense que l'État tchadien est très. Clément? Oui, est très clément à son égard. À un moment donné, je pense qu'il faut être extrêmement ferme envers des gens comme ça. Donc, sauf à dire que l'État tchadien a organisé les émeutes pour accuser Masra, mais franchissez le pas. Franchissons donc le pas. Allons-y, franchissons le pas. Et dans ce cas, que lui aussi démontre que l'État tchadien a organisé les émeutes pour l'accuser. Je vous dis que le fond des contradictions tchadiennes, et c'est un feu qui couvre toujours. Si vous voulez brûler le Tchad, vous l'allumez, c'est l'allumette, hein. Vous l'allumez, ça prend feu. C'est le conflit entre le Nord et le Sud. C'est le conflit entre le Nord et le Sud. C'est très facile de jouer ça et de venir surfer sur les problèmes économiques vieux et qui sont, qui avant l'avènement de l'État tchadien, existaient déjà et qui dépassent même l'État tchadien pour être un problème, comme on peut appeler ça de la commission du lac Tchad, par exemple, des pays du lac Tchad. Parce que ces phénomènes communautaires-là traversent tout le temps les frontières pour entrer dans les pays voisins. Le Cameroun a vécu ça avec le Tchad dernièrement, il y a peut-être une année et demie. On a vécu ça. Vous avez vu que quand il n'y a pas d'enjeu, quand les politiciens sont sérieux, on gère ça correctement. Je voudrais vous rappeler qu'à l'époque, l'ONU a voulu mettre le feu. Vous vous rappelez à l'époque, l'ONU a voulu se mêler dans ce conflit intercommunautaire entre les Tchadiens et les Camerounais. L'ONU a voulu se mêler. Pourquoi l'ONU a voulu se mêler? Pour géopolitiser l'affaire. Alors, la sagesse des dirigeants tchadiens et camerounais ont réglé l'affaire. Maman Déby a fait une sortie pour dire à ses frères, non, Molo, on se calme. C'est entre nous frères. Les Camerounais sont nos frères, on gère ça. Bon, imaginez donc à l'époque que le président Déby voulait manipuler l'affaire. Mais ça va déboucher. C'est une guerre. Et c'est ce que l'ONU voulait. C'est ce que l'ONU voulait. Donc, je vous dis que le problème, ce n'est pas les affrontements intercommunautaires. Je veux dire que c'est pas ça. Je veux dire que c'est... Dans le fond, c'est pas ça le problème. Parce qu'on peut gérer ça autrement. On peut gérer ça sans qu'il y ait des problèmes, sans qu'il y ait du feu. Et ces populations, s'affrontent et savent aussi dépasser les affrontements, même sans l'État. Mais quand c'est récupéré par la géopolitique et les ambitions politiques de quelqu'un qui pense qu'il est né pour gouverner le Tchad, parce qu'il est docteur, c'est un énarque qui a été formé à Paris, mais ça devient très compliqué. Ça devient extrêmement compliqué. Donc, moi, on ne peut rien attendre. Il y a un ensemble d'éléments qui sont sur la table. Si la justice tchadienne montre qu'elle n'a pas été en mesure de gérer ce procès de façon équitable, on avisera. Je vous rassure, on fera une émission ici. Nous allons dire ce que nous avons à dire. Président Badakani, vous avez célébré la fête de l'unité où? Toujours au siège de mon parti, de notre parti, à Nobel. Tout à fait. Nous avons salué le drapeau. Et vous avez marqué cette diversité dans l'unicité. Toujours. Vous avez aussi martelé le bon vivre ensemble, comme cela semble être maintenant les beignets que tout le monde mange. Non, ce que nous faisons, c'est que nous suivons le défilé, par respect pour nos institutions et son chef. Et quand le défilé est passé, nous entamons notre salut du drapeau. Ça se fait en plein air. Nous saluons le drapeau, nous chantons l'hymne national et nous poursuivons autour d'un débat du jour. Généralement, on a un débat sur l'unité nationale. On évalue la situation de l'unité nationale et les perspectives qui
qu'on peut dégager, et après nous faisons un toast. Donc voilà comment nous faisons chaque année. Nous l'avons refait cette année. Voilà. On a été heureux de voir la solidité de la coopération avec le Nigeria, qui s'est traduit par l'excellente parade que l'armée nigériane représentée nous a servi. On est toujours très fiers de voir la puissance de notre armée. Voilà, et puis voilà, nous avons apprécié la fête, c'est une très bonne chose. L'unité nationale est là, malgré les problèmes, malgré les menaces qui pèsent sur cette unité, elle est là. Et il faut la consolider, il faut la préserver. Ce n'est pas négociable. Très bien. Mon retournement contre Kabila est basé sur un seul fait. Vous ne pouvez pas, en tant qu'ancien président d'un pays, en tant qu'homme politique d'un certain niveau, justifier le fait que, c'est-à-dire que deux villes centrales, principales de votre pays, soient attaquées par des étrangers. Vous vous taisez. Le pays est victime d'une agression, oui ou non? Quand le pays est agressé, on met de côté tous les querelles politiques, on met de côté les guéguerres politiques, on met de côté les divisions politiques, on fait l'union sacrée. C'est clair. Est-ce que Ngoma a été agressé? Oui. Est-ce que Bukavu a été agressé et pris par une armée étrangère? Oui. Il n'y a plus ce débat-là aujourd'hui, c'est clos. Le débat là est clos aujourd'hui. Deuxièmement, est-ce qu'ils sont entrés et ont massacré les Congolais? Et par dizaines de millions contre les morts. Kabila dit quoi? Il dit que c'est Tshisekedi. Donc à partir de ce moment, ce monsieur c'est un bandit, c'est un rebelle. Il faut le jeter comme que c'est plus un président. Vous avez vu un ancien président qui est en rébellion. Comment peut cumuler en même temps un statut d'ancien président avec les avantages qui vont avec, alors qu'on est le parrain ouvert d'une rébellion, d'une agression étrangère, d'une colonisation de son propre pays? Mais ce monsieur n'est pas défendable. Il n'est pas défendable. Donc voilà pourquoi nous sommes sentis obligés de nous démarquer, d'arrêter tout soutien à ce monsieur et de nous appeler ce qu'il est. C'est de cela qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas, quand votre pays est agressé par l'étranger, justifier ça par la mauvaise gouvernance, la forme de démocratie. Il a pris il sait ce que c'est. Kabila, il peut savoir ce que c'est que la démocratie. Il comprend quoi à ces choses. Qu'est-ce qu'il comprend aux choses comme ça? On n'a pas pu gérer le pays. Il parle de quoi? Non, le Congo, là, il peut y avoir la démocratie au Congo. Un pays qui a été volé depuis des siècles. Un pays qui ne s'appartient pas depuis les siècles, on vient faire la démocratie. Monsieur le Président Vanakani, c'est incroyable. Vous voulez que je vous rappelle ces discours? Attendez. Quand à l'époque, l'opposition congolaise, dont tu sais qu'il dit, lui opposait à la démocratie, Kabila répondait quoi? Il répondait quoi? Il rappelait Lumumba. Monsieur, il disait qu'il est lumumbiste. Il disait qu'il est lumumbiste. Vous ne pouvez pas oublier ça? C'est ça Lumumba. C'est ça Lumumba. C'est un voyou. Il faut qu'on le traite comme tel. Quand Nanga est entré en rébellion, pourquoi? On a touché ses mines. Kabila fait l'économie, c'était de distribuer les mines, du moins les résidus que les Occidentaux laissent pour corrompre la classe politique. Ils partageaient ça. Quand le Rwanda prenait tout ce qu'ils avaient à prendre, tout et tout le reste, ils se partageaient. Ça fait de lui l'homme le plus riche des Grands Lacs. Pour nous permettre d'entretenir une guerre en RDC. Il fait être ultra riche, mon cher Jules, pour financer ce type de politique que Kabila est en train de faire. Donc, il parle de quel bilan? Il parle de quel bilan? Vous voulez que c'est comparable au bilan des colons. Hein? Les colons disaient toujours, attendez, nous on a apporté la santé, on a construit les routes, on a apporté l'éducation. Attendez, on a sorti de la barbarie. Même vous, là, qui ne vous pas accepter le discours des colons? Kabila est en train de justifier la colonisation de la RDC par son pays d'origine, le Rwanda, agissant pour le compte de l'étranger, par ses prétendues performances, le bilan. Quoi le bilan? Mais quels sont les mérites? Il n'y a pas d'armée. Quels sont les mérites du bilan de Tshisekedi? Son mérite, c'est d'avoir dit non à la colonisation du pays. Ça dépasse tout, le bilan. Il a dit non. Et un nouveau pays est en train de naître. Certes, c'est embryonnaire, un nouveau pays est en train de naître. La preuve, Tshisekedi a obtenu des sanctions internationales, monsieur. Il a amené le monde entier à reconnaître que il y a longtemps, on a fermé nos yeux sur un génocide et sur la colonisation d'un pays africain, pas un pays frère, un pays voisin, qui servait de couverture à l'Occident.
il a réouvert nos yeux sur près de 18 millions de morts assassinés par Paul Kagame, monsieur, qui est reçu en grande pompe dans toutes les conférences des pays africains. On le salue. Un continent qui salue un criminel. Un continent qui suit les chaussures d'un criminel. C'est une honte. Dans la petite Tshisekedi, on a ouvert nos yeux là-dessus. Il a fait de ce problème un problème international, monsieur. Mondialement reconnu et sur la table de la conscience universelle. Il a réussi ça. Ça a débouché sur des sanctions, monsieur. L'économie du Rwanda est en train de mourir. Oui, monsieur. Sur des résolutions des Nations Unies, je pense que c'est 2773, qui, c'est clair, condamne l'agression étrangère. Ce débat-là, il est clos. Grâce à un homme qui a dit non. Je m'en fous de son passé à ce moment-là. Son passé ne m'intéresse plus. Parce que je n'ai jamais été un pro-Tshisekedi. C'est connu. Mais quand je vois ça, j'ai dit au moins, il a dit non, il s'est ressaisi. Et grâce à lui, il y a un accord qui a basculé les choses. Pas seulement pour la RDC, monsieur Diangalais, mon cher Jules, qui va redessiner toute l'économie de la sous-région. Le fameux 500 milliards d'investissements que l'Amérique s'apprête à investir dans ce pays. Ça va reconfigurer toute la sous-région, ça va ramener la paix, mais en déshabillant le criminel Kagame et en mettant fin à cette honte qui fait qu'en plein 21e siècle, un pays africain tue ses frères en plein jour, verse le sang, essaie de recoloniser sans état d'âme, en portant les vestes et en jouant au grand président, avec sa longue taille. Coloniser un pays comme ça, c'était une honte, monsieur. Mais si l'Afrique n'avait pas dormi, on aurait évité ça. Monsieur le Président, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Quelle est la suite, selon vous? J'ai beaucoup d'espoir pour la RDC. Moi, je suis congolais. Nous serons toujours derrière la RDC. Quel que soit le président, pourvu que cette dynamique continue. Il faut que ce pays ait une armée pour défendre son intégrité territoriale, pour sécuriser tout le pays. Il faut une armée dans ce pays. Il faut une nouvelle dynamique de valorisation de ces immenses richesses naturelles. Et contrairement à ce qu'on pense, hein, nous, nous ne sommes pas des aigris. Je ne suis pas un Congolais aigri, parce que je dis que je suis Congolais. Personne ne peut m'interdire de dire que je suis Congolais. Personne. Si Kabila dit que les Congolais, combien de fois moi alors? Voilà. Kabila dit que les Congolais, nous aussi on dit que les Congolais, dans le bon sens. C'est-à-dire que nous ne sommes pas aigris. Le destin de la RDC, c'est de dynamiser l'économie régionale. Parce que son marché naturel, c'est la région. L'axe d'expansion de l'économie de la RDC, c'est toute la région. Pour ne pas dire toute l'Afrique d'ailleurs. Donc, la paix va profiter à tout le monde. Ça va même aider les Rwandais à être moins aigris, du moins les pro-Kagame là, les Tutsis là. Ça va aider à ce qu'ils cessent de croire que pour obtenir ce qu'ils n'ont pas, il faut devenir des criminels. On peut partager la richesse. Mais dans une dynamique panafricaniste digne de ce nom. Digne de ce nom. Mais il faut arrêter ça. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir pour la RDC. C'est un grand pays qui a une grande vocation dans le monde, en Afrique, que le président Tshisekedi. Et je suis content qu'il ait commencé un travail là, le nettoyage politique. Si. Voilà, tout ça est bon, mais si ça ne s'attaque pas à ça là, il faut démanteler la racaille politique. Il faut démanteler ça. Donc, nous, on encourage tout ça. Ouais. Monsieur le Président, vous êtes très écouté par la communauté congolaise. J'aimerais que vous regardiez la caméra parce que lorsque cette émission avait été annoncée, ils ont dit on va suivre le président Banakani. Il défend notre pays puisque c'est un Congolais. On ne connaissait pas le mouvement panafricaniste. Bravo NMP, bravo au président. À ceux-là dans ces communautés congolaises qui sont en train de nous regarder aujourd'hui, qui ont confirmé vraiment qu'ils nous apprécient, j'aimerais que vous regardiez la caméra et vous leur dites quelque chose sur le président. D'abord, bloc autour du président. Bloc autour du président. Ce n'est pas de savoir s'il est bon ou mauvais. Bloc autour de votre président, le président Tshisekedi, que les plus courageux. Enrôlez-vous dans l'armée, allez vous former dans l'armée pour défendre votre pays. Et soyez vigilants envers les politicards. Les politicards qui parlent de démocratie, qui parlent de bonne gouvernance, là où le pays était à terre, n'existait plus. C'est un pays libre qu'on peut bien gouverner. C'est un pays libre qu'on peut démocratiser. On ne démocratise pas une colonie. On ne gère pas très bien une colonie, parce qu'on va gérer pour qui à la fin. Donc,
méditez sur la vie de Patrice Lumumba, de tous vos héros qui ont fondé le patriotisme congolais. Méditez sur leur vie, sur tous les héros africains, sur tous les grands combattants africains. Méditez sur leur vie, que ça vous inspire à vous lever pour votre pays. Détournez-vous de tout tribalisme et de tout régionalisme. Détournez-vous de ces deux fléaux-là, qui sont extrêmement dangereux pour votre pays. Donnez-vous la main. C'est un pays unique qui peut tenir face à l'agression étrangère. Donnez-vous la main et une fois de plus, soutenez votre président. Vous n'êtes pas seul. Les Africains sont avec vous, on est avec vous, parce que nous sommes vos frères.